Et en fait, c'était vraiment la preuve sous les yeux et même dans les ressentis qu'il y avait un truc de ouf, quoi, qui se passait. Et peu importe où je mettais mes mains, c'est des fois je faisais des feintes comme ça. Et à chaque fois, elle me disait qu'elle sentait vraiment un truc qui se passait. Et c'est fou parce que quand ça arrive vraiment et quand tu as beau essayer de dire non, c'est pas possible, bah si, vraiment, là, il se passe quelque chose. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars. Et aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer une femme qui m'est apparue comme ça un peu sur Instagram. Donc, j'aime pas trop dire que c'est par hasard parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et cette femme m'a beaucoup inspirée dans son travail. Et du coup, après avoir demandé à Sandy de venir interviewer sur cette chaîne, elle m'a gentiment répondu que oui, elle était fan du projet. Donc, bienvenue à toi, Sandy, dans ce projet. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir d'être là avec toi. Eh bien, merci. Ce plaisir est partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, donc, je m'appelle Sandy, connue un petit peu plus donc sur le pseudonyme de Isis Tattoo. J'ai 32 ans, je tatoue depuis 11 ans maintenant. Ouais. Et je fais donc des tatouages sacrés, ce que j'appelle des tatouages sacrés, depuis 2022. Donc, voilà. Ok, très bien. On reviendra sur le sujet, parce que c'est un sujet, je crois, qui va beaucoup parler et qui m'a beaucoup parlé à moi aussi. Donc, en attendant, si tu devrais te décrire en une phrase ou un mot, lequel ça serait et pourquoi? Je pense que ce qui revient beaucoup, principalement, c'est à l'écoute. Ouais, à l'écoute, c'est ce qui revient beaucoup et c'est ce que je suis d'accord avec ça, dans le sens où c'est quelque chose, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie, de tous les jours, j'adore être à l'écoute des gens et avoir un échange, tu vois? Un partage comme ça, mais être vraiment à l'écoute de la personne, c'est-à-dire l'écouter, la comprendre, l'empathie et cetera. Ça fait vraiment partie de moi de plus en plus. Donc je c'est la première chose qui m'est venue, donc ça doit être, certainement la bonne. Tu vois, comme quoi qu'il n'y a jamais de coïncidence dans la vie. Tout à l'heure, en début d'après-midi, j'écoutais une interview de Kelly Massol. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une entrepreneuse qui a commencé en 2009 à créer des shampoings, une gamme capillaire. Ouais. Justement, c'est des produits qui sont pour des cheveux un peu texturés, qu'on ne peut pas trouver dans n'importe quel magasin. Et elle a réussi à fédérer, donc avant de créer son entreprise, à fédérer un blog de 15 000 personnes juste autour voilà, du partage, de l'échange. Et elle disait comme quoi que pour elle, c'était important d'écouter, mais de réellement écouter parce Exactement. qu'on est dans un échange où on n'écoute pas forcément l'autre. Et du coup, tu vois, ça a fait écho à ce que j'écoutais tout à l'heure. Ça me fait rire, c'est tout. Ouais, trop bien. Non, mais c'est vrai. Écouter, il y a une vraie différence entre, tu vois, on te parle et t'es là, t'es pas là, ou juste, bon, bah, t'absorbes ce que la personne a dit. Mais il y a écouter, comprendre, et puis il y a aussi ce truc d'échange, tu vois, de donner ton point de vue aussi sur la chose. Et j'adore échanger. Je te comprends Ça. totalement. Et ben, sens-toi libre dans cette émission de poser des questions aussi si tu en ressens le besoin. Okay. Est-ce que tu as un moment dans ta vie qui a été un peu un moment clé, qui a marqué un peu un tournant décisif pour toi? Alors un, non, plusieurs, oui. Après, je pense que bon, c'est le cas pour tout le monde. On a des phases qui sont importantes dans nos vies. Si je pouvais en citer, je vais en citer deux, on va dire. La première, ça va être la naissance de ma fille. Je pense que ça, c'est quand même un sacré cap de vie et ça a changé énormément de choses. Et la deuxième, je dirais le moment où j'ai commencé à faire justement tous ces tatouages sacrés. Ça a marqué vraiment une grosse tournure dans ma vie, une façon de voir les choses, une façon de voir mon travail, de m'écouter vraiment, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire.
une prise de risque aussi de changer beaucoup de choses dans ma manière de travailler. Et donc, ça a démarré avec quand même un gros éveil spirituel, on va dire. Donc, cette période-là, début 2022, ça a été un très, très gros moment, période de ma vie qui a changé beaucoup de choses. Et ben, d'ailleurs, puisque tu en parles, comment t'es venue cette idée de tatouage, pardon, Mhm. sacré? Mhm. Alors, ça a commencé déjà par un éveil spirituel. Bon, c'est un mot, je mets des grandes guillemets, hein, mais on va dire un réveil spirituel personnel déjà, donc dans ma vie, commencer à avoir une façon de penser différente, voir les choses différemment, désapprendre un petit peu ce que tu pensais avoir compris et réapprendre derrière. Donc voilà, un petit cheminement personnel. Et donc ça faisait déjà quelques années que je faisais des tatouages, mais tu sais, à la fin, je commençais à être un petit peu blasée de ce que je faisais. J'acceptais des projets qui me plaisaient pas plus que ça. Je les acceptais parce qu'il fallait bien les accepter, il fallait bien avoir de l'argent et voilà. Mais j'étais pas inspirée et voilà. Donc j'ai commencé déjà à remettre un petit peu en question le pourquoi tu fais ça. Je suis là devant ma page blanche, j'ai aucune inspiration et je me dis: «Je peux pas faire ça, je peux pas continuer». Donc déjà, j'ai commencé à refuser des projets parce que j'étais pas alignée avec. Donc ça a été déjà un premier défi pour moi de dire non à certains projets parce que, bah, la peur, tu refuses un projet, pas d'argent, client pas content, tu vois? Voilà, il se passe plein de choses dans ta tête à Oui. ce moment-là. Et donc je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux pas faire ça, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux faire du coup à la place?» Et assez rapidement, j'ai commencé à vraiment vouloir intégrer ce côté spirituel au tatouage parce que déjà, bah, encore une fois, ce truc d'écoute, d'échange avec les clients, je l'ai toujours eu et j'ai toujours adoré ça et c'est vraiment, entre autres, enfin, en plus du fait de tatouer des gens, c'est vraiment cet échange que j'avais avec les personnes et les retours que j'avais aussi de personnes qui m'ont dit: «Ah, t'avoir parlé, ça m'a fait du bien, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses» et cetera. Et donc j'avais envie d'accentuer, là-dessus, mais je savais pas trop comment. Et en fait, je suis tombée, par hasard sur, l'Instagram d'une Australienne qui s'appelle Rachel Christensen, et qui fait des tatouages sacrés du coup, et je me rappellerai toujours de ce moment-là quand j'ai vu ce qu'elle faisait, mais ça m'a fait un truc, je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je dois faire, c'est incroyable» et par chance, cette femme-là, faisait, une formation, en ligne, donc pour donner, les clés, aux tatoueurs et même aux tatoués, hein, qui voulaient avoir une vision, autre du tatouage. Voilà, pour accompagner, les artistes qui voulaient faire ça. Donc en fait, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai pris la formation, je l'ai fait et ça après ça, ça a été très, très rapide, le switch. Oui, bah, je Ouais. comprends totalement. Et d'ailleurs, ton travail est très fin. Mmh. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas de mots parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Vraiment, juste pour un Merci. visuel, c'est incroyable. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que, c'est souvent ce qui revient aussi au-delà du fait qu'on vienne me voir pour le côté sacré, on vient aussi me voir pour le côté fin, très fin parce que, bon, il y en a quand même de plus en plus, hein, des artistes qui travaillent fin et des artistes qui gèrent encore mieux que moi même, la technique. Je me considère pas du tout pro, dans cette technique-là, mais, en tout cas, c'est, une de mes spécialités et la plupart des gens viennent me voir aussi pour ça, ouais. Bah, bravo parce que tu Merci. dis pas pro, mais moi, de ce que je vois et de ce que j'ai pu vraiment voir dans le monde du tatouage, même si je suis pas une experte, je trouve que c'est vraiment magnifique. Merci. Donc, bravo à toi. Tu nous as parlé de plein de choses dans cette expérience et je veux bien que tu nous expliques, juste pour celles qui ne comprennent pas, ce qu'est Bien un sûr. sacré avant d'aller plus loin. Bien sûr. Alors moi, ma définition du tatouage sacré, de ma formule, on va dire, c'est comment ça se passe grosso modo. Je vais avoir un premier échange avec la personne, donc soit en présentiel, soit en visio pour ceux qui sont loin et on va échanger pendant à peu près 1 heure. Je vais poser plusieurs questions sur la personne, sur comment elle se sent. Est-ce que, elle a une intention déjà bien définie derrière le tatouage? Parce que le but, c'est de venir avec une intention surtout,
avant de savoir quel dessin tu vas avoir, parce que le but, en fait, c'est mais tu ne sais pas ce que tu vas te faire tatouer, ou en tout cas presque pas, parce que c'est moi qui vais créer le dessin en fonction de mes ressentis, et je vais, par le biais du channeling, donc du canalisation, quoi. C'est avec mes ressentis, ce que je vais voir, la clairvoyance, etc., que je vais créer ton dessin. Donc en fonction de ce que je vais ressentir à partir de cet échange-là. Et donc ensuite vient le jour du tatouage où je vais te montrer le dessin que j'ai fait, je vais t'expliquer. On parle aussi un petit peu de ta numérologie. Je fais ta numérologie. Il y a une petite guidance avec des cartes, etc. Voilà, c'est assez complet. Donc, une bonne partie de la séance va se passer comme ça, où on va échanger vraiment là-dessus. Ensuite, on médite ensemble pour commencer la séance. Ensuite, je te tatoue. Donc, le tatouage se fait ça dépend. Parfois, il va se faire dans le silence, où vraiment chacun va être dans sa bulle, aligné avec les intentions. Sinon, on parle aussi, on échange beaucoup. Ça dépend des personnes. Et à la fin, il y a ce que j'appelle l'activation. Donc, comme un petit soin énergétique où j'utilise la fumigation, les énergies, les sons, etc. Donc, pour venir vraiment clôturer la séance et activer les intentions, les énergies, etc. du tatouage. J'adore. Globalement. D'ailleurs, pour toutes celles qui se posent la question, je vous mettrai dans la description la vidéo par laquelle moi j'ai connu du coup Sandy et qui m'a donné par la suite envie de l'interviewer. Je trouve que cette vidéo retrace bien aussi ce concept de tatouage sacré. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse aussi pour vous expliquer ce que c'était, ce que ça peut être. Mon Dieu, où est-ce qu'elle va nous emmener encore? Ouais. Pas du tout, c'est quelque chose de très concret, c'est simplement un autre concept du tatouage et je pense qu'il est beaucoup plus où tu as une autre relation avec ton tatouage parce que c'est pas n'importe quoi que tu vas te faire tatouer sur le corps, c'est pas dans n'importe quelle intention, pour n'importe quel désir, c'est vraiment quelque chose de très précis et de très ciblé sur toi et il n'y aura pas deux tatouages comme le tien, quoi. Exactement. Et je tiens aussi à souligner que ce que je fais là, ça se rapproche plus du tatouage de base, le pourquoi existe le tatouage, quand tu viens vraiment venir chercher dans l'histoire originelle du tatouage. De base, il se faisait tatouer, donc les personnes les plus anciennes connues aujourd'hui à se faire tatouer, c'était à l'époque de l'Égypte antique. Déjà, il faut savoir que c'était que des femmes qui tatouaient, des femmes. Donc, c'était exclusivement réservé aux femmes. Donc, c'est drôle pour aujourd'hui, on est quand même dans une période où c'était plus trop aujourd'hui, mais à un moment donné très réservé aux hommes. De base, c'est les femmes qui tatouaient les femmes. Et c'était très orienté vers la protection, dévotion aux dieux. Donc, ça avait beaucoup ce côté de guérison et spirituel, en fait, tout simplement. Donc, c'est comme si vraiment, j'ai l'impression de revenir à la base du tatouage, le pourquoi de base ça existe. Eh ben, merci pour cette explication. J'avais, je pense, vu un peu l'information, parce que l'information n'est pas forcément inconnue, mais en même temps, j'apprends quand même une nouvelle chose. Donc, merci pour cette information. Avec plaisir. Du coup, tu parles de base, d'origine, tout ça, et ça me donne envie de te poser la question. Donc, toi, tu as commencé le tatouage, mais comment ça t'est venu? Est-ce que ça a été vraiment quelque chose que vraiment depuis toujours tu veux le faire ou est-ce que vraiment ça t'est apparu à un moment de ta vie où tu t'es dit c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette âme d'artiste de dessin ou alors pas du tout et ça t'est venu juste d'un coup comme ça. Ouais. Dis-nous tout. Alors, j'ai toujours su que je ferais un métier artistique, domaine artistique. J'ai jamais été trop dans les études et j'ai toujours dessiné depuis toujours. En fait, j'ai toujours aimé dessiner. Et je pense que j'ai commencé à réfléchir à ce métier-là. Je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Quand je regardais les toutes premières émissions de tatouage à l'époque, ça s'appelait Miami Inc. Et je regardais ça avec mes parents, en fait, et je me disais, mais waouh, mais vraiment, je rêvais devant ma télé. Je me disais, mais je veux faire ça, c'est incroyable. C'était vraiment mon but de vie, mon goal. J'étais obnubilée par ça. Je trouvais ça incroyable. Et je regardais tous les épisodes, je connaissais tout par cœur et tout.
Et donc, mes parents, j'ai la chance aussi d'avoir eu des parents très, très cool à ce niveau-là et qui m'ont toujours laissé faire un petit peu ce que je voulais, à l'unique condition d'au moins avoir un bac. Peu Mhm. importe quel bac, mais il fallait que j'ai le bac. Et ils avaient tout à fait raison, puisque de toute façon, j'aurais été trop jeune, je pense, pour rentrer dans ce milieu-là, sinon. Donc, j'ai passé un bac pro en ayant pour objectif final d'être tatoueuse. J'ai eu une période où je voulais être photographe. Je me suis présentée 2 années de suite dans une école privée. Bon, bref, ça l'a pas fait, et tant mieux. Mais voilà, globalement, depuis très jeune, je sais que je veux faire ce métier-là et j'ai toujours eu cet objectif-là. Et c'est ce que j'ai fait après le bac. Je suis tout de suite partie orientée vers le tatouage. Ok, d'accord. Très intéressant. Est-ce que dans ta vie ou voilà, peu importe que ça soit perso ou pro, est-ce qu'il y a eu des personnes ou des événements qui t'ont influencé? Pour faire ce métier-là, Oui. euh, pas du tout. Enfin, seule influence que j'aurais pu avoir, c'est mon père. Mon père dessinait. Je l'ai jamais vraiment vu dessiner, mais il a une période où il dessinait beaucoup. Il montrait ses vieux dessins. Mon grand-père aussi, d'ailleurs, c'est vrai. Il a pris des cours. Bon, bref, voilà, ils étaient un petit peu dans le domaine artistique. Donc, je me rappelle que quand je dessinais, mon père me donnait beaucoup de conseils, fais comme ci, fais comme ça et tout. Donc, on va dire que c'est lui qui m'a poussé un petit peu à mise à l'aise avec cette idée d'être dans ce domaine-là. Lui aussi adore le tatouage, donc je regardais encore une fois les épisodes avec eux. Donc, on va dire que ça m'a plus confortée dans ce truc-là, mais sinon, que ce soit dans mes proches, dans ma famille, c'est plutôt des métiers classiques, quoi. Je suis vraiment je me détache un petit peu du reste de la famille. Je suis l'artiste de la famille, quoi. Un On peu a tous rock'n'roll. besoin d'une artiste dans notre C'est famille. ça, c'est ça. Donc ta fille, elle a quel âge? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans, donc tu as une fille de 8 ans. Tu tatoues depuis 11 ans. Ouais. Tu as eu un éveil spirituel. Tu as renoué un peu avec ces bases du tatouage. Est-ce que tu as échoué dans un projet ou un événement? Et qu'est-ce que tu as appris cet échec? Hmm, intéressant cette question. Euh, hmm. J'ai pu avoir un sentiment d'échec dans ma vie au moment où je me suis séparée du père de ma fille, du coup. Dans le sens où, en fait, voilà, du coup, on s'écarte vraiment du pro, mais j'avais un petit peu tout sur le papier, tu sais, la famille, donc lui aussi était tatoueur, donc en fait, on travaillait ensemble, le business, l'enfant, la maison, le chien, tout vraiment. Et au final, bah, ça l'a pas fait, ça n'a pas marché. Donc, le jour où j'ai dit stop et que je suis partie avec ma fille, j'ai pris mes affaires. Forcément, tu as ce truc d'échec de bon, bah voilà, la famille idéale, qu'est-ce qu'on va faire? Faut que je retrouve un logement, le travail, on va plus bosser ensemble. Enfin, tout est arrivé très très vite. Lui est parti vivre en plus loin, donc j'ai dû gérer ma fille toute seule, j'ai dû retrouver un logement et un salon toute seule. Enfin voilà, gros effondrement total. Donc ça a semblé comme un échec à ce moment-là, mais ça a été la plus belle leçon de toute ma vie et tout, tout ce qui semble être un échec aujourd'hui, je sais avec l'expérience que c'est quelque chose que tu dois vivre et c'est pour t'amener encore mieux derrière. Donc, euh, donc pour moi, c'est le seul gros événement où vraiment ça a été compliqué. Et aujourd'hui, enfin, voilà, je suis pas à l'abri. Je sais que j'en aurai d'autres comme ça, mais j'ai une vision vraiment différente aujourd'hui de tous ces trucs-là. Donc ouais, c'est cool. Tant mieux, bravo à toi, parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle d'échec, on voit quelque chose de tellement négatif Mmh, mmh, dans certaines croyances. Et alors que la base de l'échec, c'est en fait l'apprentissage de quelque chose. exactement. Mmh. Et ça peut nous apporter tellement de leçons, nous Toujours. apprendre sur Mmh. nous, sur notre vie, sur les autres, la société, etc. Donc,
Bravo à toi. Ouais, Est-ce que merci. tu dirais que c'est une compétence que tu as développée au fur et à mesure du temps, de voir l'échec plutôt comme quelque chose de positif? Ouais. Il a toujours eu. Euh, Je pense qu'avec le temps, vraiment, je conscientise le fait, que ça marche comme ça. C'est un peu comme si tu découvrais les règles de la vie, comment ça marche. Hem, Après, je pense qu'avant, j'avais quand même cette aptitude à même quand j'étais au fond du trou, hem, au fond de moi, je savais qu'une solution viendrait à moi. J'ai toujours eu ce truc-là de même si je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a forcément à un moment donné une solution qui va venir se trouver. Donc je pense que j'avais ce truc-là inconscient, mais aujourd'hui j'en ai conscience, donc ça m'aide encore plus, tu vois, à vivre le truc et à laisser couler. Ça n'empêche que bon bah quand ça arrive, t'es pas bien, t'es triste, tu es en colère, voilà, tu vis tes émotions. Mais toujours voilà, c'est avec le temps que j'ai pris conscience de ça et donc ça m'aide encore plus. Je comprends. Et bien sûr, hein, on est des êtres humains, nous sommes des êtres Sûr. émotionnels et des fois, quand ça va pas, ça va pas. Il faut, oui, il faut. Exactement. Et la solution arrivera plus tard. Donc, c'est Toujours. important aussi de se dire que voilà, il faut vivre quand ça va pas, il faut le vivre. Voilà, faut pas. Oui, plus tu vas résister, plus vite, enfin, plus longtemps elle va rester. L'émotion qui stagne comme ça, que tu essayes de supprimer, elle va stagner à l'intérieur de toi et ça sera de moins en moins cool. Donc, plus tu vis ton émotion, plus tu la laisses partir. Exactement, totalement d'accord avec toi. Euh, Quel conseil tu pourrais donner à une femme qui hésite à sortir un peu des sentiers battus, à prendre un risque, à aller voir autre chose, mais avec cette peur qui est en elle? Mmh. Encore une fois, ça pareil, c'est hem avec, le temps que j'ai compris, que rester dans sa zone de confort, parce que c'est un petit peu ça, en fait, quand tu restes dans ta zone de confort qui n'est finalement pas tant un confort que ça, parce que tu restes dans un truc que tu connais, et donc partir vers l'inconnu, c'est quelque chose qui te met donc en inconfort. Mais quand tu regardes derrière toi et que tu observes toutes les fois où tu es sorti de ta zone de confort, même un tout petit peu, à chaque fois et à coup sûr, tu peux te rendre compte que ça t'a amené quelque chose de vraiment cool. Hem, donc juste regarder en arrière et notifier toutes les fois où tu l'as fait et que ça a été vraiment cool. Aussi, parfois, le fait de te poser la question: «Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe?» Tu sais, tu t'imagines le pire des scénarios, tu te rends compte que même ce pire scénario, c'est pas si pire. Que même dans ce pire scénario-là, tu as toujours des solutions et c'est pas si grave. Donc, parfois, juste le fait de se poser la question: «Au pire, qu'est-ce qui se passe?» Tu te rends compte que c'est pas si grave. Donc ça vaut le coup d'essayer et si ça marche pas, c'est OK, mais au moins tu auras pas de regrets aussi. Le truc de se dire: «Beh, j'aurais testé, si je le fais pas, je saurais jamais». Exactement, totalement. Tu as totalement raison. Le fait de, je pense, nourrir des regrets, Mmh. ça peut être l'un des pires sentiments Mmh. qu'on peut vivre tout au long de notre vie, quoi. Ouais, beh, c'est ce qui revient. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, une personne qui interrogeait, des personnes en fin de vie. Et souvent à cette question-là, qu'est-ce que tu aurais, voilà, à dire? C'est, avant de partir, souvent les personnes avaient ce même truc de: «Si j'avais su, j'aurais évité les regrets, j'aurais fait, les choses que je voulais faire» et ouais, c'est souvent, le truc qui revient le plus donc à méditer. Totalement, à méditer. Euh, Comment tu restes fidèle à toi-même, malgré les attentes de la société, peut-être malgré les attentes de ton entourage? Comment tu arrives à être toi et à ne pas déroger à ta règle principale d'être authentique? Je pense que ça, c'est un travail, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille vraiment sur le truc de l'amour de soi. Ça paraît très cliché de dire ça, hein, comme ça, mais pour moi, c'est la base de absolument tout dans ta vie. Pour que tu sois bien dans ta vie, bien avec toi-même, bien sûr, mais bien avec les autres, dans tes relations amoureuses, amicales, tout, ça part d'une seule chose, c'est ta relation avec toi-même. Donc à partir du moment où tu t'aimes, tu te respectes, tu connais ta valeur,
la question, elle se pose même pas, en fait. Tu le fais naturellement parce que c'est le meilleur moyen pour être bien avec toi-même, c'est juste de te respecter et être qui tu es sans vouloir, contenter, les gens autour de toi. Si tu te modifies toi-même pour être accepté des autres, c'est toi que tu mets en difficulté, tu vois? C'est pas les autres. Donc ça pareil, mais je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, hein, tout ce truc-là de en fait, c'est bien pour personne de faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou de te modifier pour essayer de fitter dans des cases, qui sont pas bonnes pour toi. Et aujourd'hui, je suis tellement à la recherche d'un bien-être juste avec moi-même et en étant bien avec toi-même, vraiment, t'en fais profiter tout le monde autour de toi. C'est ça aussi qui est cool, c'est que tu le fais pour toi d'abord, mais ça vient vraiment impacter sur tout ton monde autour de toi. Et puis tu inspires les autres en faisant ça aussi et donc finalement, c'est que du bénéfique, pour tout le monde. Donc pour moi, c'est ça, c'est juste, s'aimer et se respecter, et connaître sa valeur, mais c'est un travail de ouf à faire. Ça paraît très con comme ça, mais c'est un des trucs les plus durs que j'ai eu à travailler dans ma vie, c'est ça. Je comprends. Mmh. Je comprends totalement. Et des personnes diront que oui, c'est cliché, mais en même temps, c'est des bases qui devraient nous être inculquées depuis l'enfance Ouais. et pour lesquelles nous devrions toutes et tous, hein, je dis tous, mais au moins toutes, Mmh. avoir des réponses comme celle-ci. Euh, Mmh. c'est vrai que bah, quand tu t'aimes, quand tu te respectes toi-même, quand tu vois ta propre valeur, bah, c'est différent. Tu arrives à avoir des relations beaucoup plus authentiques, tu arrives à Ouais. avoir des relations saines, tu arrives à faire des choses qui te font plaisir, Mmh. même si tu as peur, même s'il y a des blocages, des obstacles, bah, tu le fais avec une certaine joie et une certaine fierté. Totalement, totalement, c'est clair. Euh, on parle voilà, de s'aimer, de se valoriser, de se respecter. Et tu dis que tu as appris ça il n'y a pas très longtemps. Euh, Mmh. Est-ce que tu aurais aimé ou est-ce qu'il y aurait un autre conseil que tu aurais aimé avoir à tes débuts de vie, à tes débuts de vie de jeune femme ou tes débuts de vie d'artiste? Hem Bah, c'est vrai que en fait, bon, ça part par, les parents, hein, tout ce qu'on est, ça voilà, ça débute par là. Mais bon, on est une génération où nos parents, à l'époque, eux, c'était pas du tout leur priorité de travailler sur eux, de se comprendre, de s'aimer, de tout ça. C'était pas ça et la génération d'avant encore moins. Donc déjà, voilà, si mes parents passent par là, je leur en veux pas, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu as des parents qui n'ont pas fait ce travail-là, de se comprendre, de se valoriser eux-mêmes, de se même se po je pense qu'ils se posaient même pas la question, en fait, de savoir, qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce que je ressens là? Tu vois, tout ça? Donc c'est pas quelque chose qu'on m'a transmis, moi, à cet âge-là. Heu, Ma mère, enfin, mes parents ne se sont jamais souciés de est-ce que je m'aimais, comment je me voyais et tu vois, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc je pense que si j'avais, heu, vécu avec des parents, qui se seraient un peu plus souciés de ça et beh, j'aurais une vision, de moi-même, peut-être différente et j'aurais vécu une vie différente. Mais bon, on remet pas ça en question, mais aujourd'hui, quand moi, l'éducation que je donne à ma fille, forcément, je mets un point d'honneur à ce qu'elle se sente bien, à ce qu'elle, hem, à ce qu'elle s'aime, à ce qu'elle s'écoute, à ce qu'elle se respecte et qu'elle fasse la même chose avec les autres aussi. Enfin, vraiment, il y a cette dimension-là, on a des discussions philosophiques, tous les jours avec ma fille, mais voilà, puis peut-être qu'à l'époque, enfin, quand elle sera plus grande, elle dira que il y a des trucs que j'ai pas fait et c'est OK de toute façon. Bien Mais sûr. mais oui, je pense que voilà, c'est peut-être ça, qui aurait pu avoir en plus dans mon enfance. Mais encore une fois, je remets même pas ça en cause parce que voilà, mon parcours, c'est mon parcours et ça fait ce que je suis donc c'est tout à fait OK. Et c'est très bien. Je trouve que quand on arrive à faire la paix justement avec sa vie, avec son passé, avec ses blocages, ses croyances, ses douleurs, etc. Mmh. Et qu'on arrive à se dire, bah, malgré tout, mon parcours, bah, il est bien comme il est parce qu'aujourd'hui, bah, j'aime la personne que je suis, j'aime la vie que j'ai, j'aime Ouais. ce que je fais. Je pense qu'on arrive à une certaine victoire sur la vie, à une certaine victoire de nous-mêmes. Donc, bravo à toi.
Merci. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, une anecdote un peu marquante qui t'a appris une grande leçon de vie? Waouh! Tu parles en général dans la vie, ou dans T'as le choix, en général dans la vie ou dans ton travail, une anecdote sur quelque chose qui m'aurait qui t'aurait vraiment marqué? impactée? Mm. Bah, ça serait plus, sur mon partie ça fait partie de mon éveil, spirituel, on va dire. C'est quand je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des choses, mon père a toujours j'ai toujours entendu mon père parler d'énergie, de magnétisme. J'ai toujours vu travailler sur des gens, tu sais, pour apaiser des douleurs et cetera. Et il m'a toujours dit, quand il travaillait sur moi, parce que quand j'étais petite, j'étais très migraineuse, j'avais tout le temps mal au crâne, et quand lui travaillait sur moi, il me disait: «Bah, je suis sûre que toi tu as ça». On a tous du magnétisme, hein, mais juste certains plus que d'autres, plus prononcés, on va dire. Et voilà, il m'avait toujours dit ça, et moi j'étais là: «Oui, bon, bah, OK», je le savais, mais voilà, je faisais pas, grand-chose, je faisais des petites expériences moi avec moi-même, mais c'est tout, quoi. Et un jour, j'ai rencontré, quelqu'un, avec qui vraiment, il y avait un feeling, tu vois, un genre de lien d'âme comme ça. Et cette personne avait mal au dos. Elle m'a dit: «Oh, tu vas me guérir mon dos», parce que je lui avais parlé que, soi-disant, j'avais des énergies et tout. Et donc elle m'a demandé de le faire parce qu'elle était persuadée que je guérirais ses maux, et moi j'étais là: «Mais pas du tout, je vais rien faire, mais vas-y, si tu veux, on teste, et tu verras bien qu'il se passera rien». Et en fait, ce qui était ouf, c'est que, je l'ai fait sur son dos. Alors, il faut savoir que quand tu magnétises quelqu'un, tu ne la touches pas directement, tu restes à distance. Et vu que c'était son dos, elle était dos à moi forcément, donc elle ne voyait pas où est-ce que je mettais mes mains. Et en fait, à chaque fois que je mettais mes mains quelque part, la personne vraiment avait des réactions, déjà, c'était la première fois qu'une personne avait une réaction, quoi, parce que normalement, bon, bah, tu sens au pire de la chaleur, mais voilà. Et en fait, c'était vraiment la preuve sous les yeux, et même dans les ressentis, qu'il y avait un truc de ouf, quoi, qui se passait. Et peu importe où je mettais mes mains, c'est des fois je faisais des feintes comme ça, et à chaque fois, elle me disait qu'elle sentait vraiment un truc qui se passait. Et c'est fou parce que quand ça arrive vraiment, et quand tu as beau, essayer de dire: «Non, c'est pas possible», bah si, si, vraiment là, il se passe quelque chose. Et donc avec cette personne-là, on faisait un petit peu des petites expériences comme ça au fur et à mesure, pour se prouver à nous-mêmes qu'il se passait des choses. Et puis après, on a développé même des trucs, genre un peu télépathie et tout. C'était ouf. Donc je crois que ça a été vraiment le point de départ, de me dire: «OK, il se passe vraiment des choses que tu peux pas expliquer, que tu ressens, qui sont pas visibles». Et ouais, ça, c'était un gros point de départ. C'est extraordinaire, vraiment. Euh, J'adore rencontrer des personnes qui justement ont un éveil, qui voient qu'ils ont du magnétisme et qui potentiellement après s'en servent. Mmh. Je trouve que c'est écouter son corps, se reconnecter à lui et le laisser aussi faire son travail, puisque Mmh mh. à la base des bases, le corps est fait pour se régénérer tout seul, Mmh. soigner tout seul. Et il est là, comme tu dis, tout le monde a du magnétisme à petite, grande échelle. Mmh. Et plus tu vas te reconnecter à ton corps et l'écouter, et plus il te montrera que Ouais, c'est possible. totalement, totalement. Ouais. Merci pour cette anecdote. Je trouve que c'est très inspirant, parce que s'il y a des personnes parmi nos auditrices qui écoutent et qui se sont un jour dit peut-être qu'il y avait des choses qui se passaient à travers leurs mains, Mmh. faites comme Sandy et comme la personne avec qui elle l'a fait, testez des choses pour voir Totalement, si totalement. c'est votre truc, et que vous pouvez peut-être potentiellement vous-même vous faire des soins, du magnétisme. Ça serait Ouais. incroyable. Et d'ailleurs, j'ai soigné, du coup, elle avait une tendinite, et elle a eu plusieurs mois, sans douleur, suite à ça. Incroyable. Trop drôle. Que c'est incroyable ce que le corps peut nous faire Ouais. vivre, nous donner. Euh, Qu'est-ce qui te motive à continuer d'avancer, même dans les moments difficiles? Hem, je pense que c'est important de savoir pourquoi tu fais les choses. Mm. Ton pourquoi. Tu as sûrement, enfin,
sûrement entendu parler de ça, du pourquoi. Je trouve que c'est vraiment trop important, peu importe, dans quel domaine de ta vie, personnel, professionnel, familial. Quand tu te lances dans quelque chose, quand tu voilà, quand tu vis, savoir pourquoi tu te réveilles, en fait. Quel est ton but, mais pourquoi tu as ce but-là? Mmh. Hem et du coup, ben moi, c'est ça, c'est le pourquoi, je fais tout ce que je fais. Heu et pas, enfin, faut avoir un pourquoi valable parce que le pourquoi, je veux de l'argent, je veux gagner des thunes, par exemple, ça marche pas sur le long terme. Donc vraiment travailler sur qu'est-ce que je veux faire? Ça demande une introspection du coup, vraiment. Et donc normalement, quand tu as un pourquoi qui est vraiment, réel et qui résonne avec toi, même dans les moments difficiles, justement, c'est ton moteur et c'est de te dire même voilà, même quand je suis pas motivée, je sais pourquoi je le fais et donc du coup, beh, je m'accroche, à ça. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Nous sommes le 13 février quand nous tournons officiellement cette interview. Et au début de cette semaine-là, j'ai dû me reconnecter à mon pourquoi vraiment intensément. Mmh. Et ce qui m'a fait du coup reprendre conscience de certaines choses, qui m'a fait avancer alors que ça n'allait pas forcément. Donc, Trop bien. je vois totalement ce que tu veux dire. Et comme tu disais, ici, nous sommes toutes les deux à notre compte, nous sommes toutes les deux Mmh. entrepreneuses. Mmh. Mais si potentiellement parmi nos auditrices, il y a une salariée, il y a une maman au foyer, il y a une personne qui veut faire le tour du monde ou peu importe, vous avez tout un pourquoi Mmh. au projet en fait. Et comme disait Sandy, c'est très intéressant de le souligner, c'est que dans chaque projet, on a un pourquoi et s'y reconnaître. Bah, déjà, le connaître, Oui, c'est clair. avant. Ouais, Ouais, déjà, le connaître, ouais, c'est une très bonne chose. Et ouais, après, s'y reconnecter régulièrement, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. c'est clair. Et c'est quoi ton pourquoi du coup? Alors moi, mon pourquoi, c'est de pouvoir en fait avoir un vrai impact dans le monde féminin. C'est Mmh. vraiment de pouvoir me lever un matin et de voir des femmes heureuses qui Mmh. font ce qu'elles veulent, qui soient libres. Et tu sais, c'est un peu cliché, mais tu vois, c'est vraiment de se dire, bah, la femme a vraiment réussi à prendre sa place, d'être respectée, Mmh. valorisée pour l'être humain qu'elle est, parce qu'à la base, Mmh. nous sommes des êtres humains et on en a déjà parlé dans certaines interviews, mais des fois, on se dit, mais on se bat pour des choses qui sont logiques pour les hommes, Mmh. mais qui ne sont pas acquis pour nous. Donc, Mmh. voilà, Mmh. c'est ça mon pourquoi. Et le Bravo. C'est un peu comme toi, ce truc d'impact. Avoir un impact positif sur, un maximum de gens et les aider à se reconnecter à eux-mêmes, genre vraiment eux-mêmes, leur chemin de vie, leur but de vie, heu, les accompagner sur leur chemin. Ouais, c'est vraiment ça. très beau aussi ton pourquoi. Mmh. J'ai hâte du coup de te voir évoluer et de suivre ton parcours. Merci, ben, moi pareil pour toi. Merci beaucoup. D'ailleurs, on parle du coup d'impact, donc on parle vraiment d'un pourquoi qui potentiellement peut être dans quelques années, hein, voilà. Mmh. Où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans et quels sont tes rêves pour l'avenir? Waouh! Heu, 5-10 ans. J'ai plusieurs projets, bien clairs et bien précis. Donc là, déjà, je trouve que j'ai quand même pas mal évolué depuis le début du tatouage, sacré, où quand j'ai commencé au tout début, je me disais: «Oh là là, ça serait trop bien que je fasse que ça, que vraiment je vive que de ça». Ça me paraissait un truc de ouf et aujourd'hui, c'est presque le cas. Donc ça, c'est vraiment incroyable. J'ai un truc au fond de moi qui sait que le tatouage, ce sera pas forcément à long terme, hein, mon activité principale. Je veux toujours continuer à faire ça parce que j'adore ça et voilà, mais j'ai aussi une envie de transmettre, ce que je fais parce que j'ai déjà pas mal de demandes en fait et j'aimerais bien être ton apprenti, comment tu fais? Ce que tu peux nous apprendre et cetera. Donc je sais qu'à un moment donné, je serai amenée, je ne sais pas encore vraiment de quelle manière, mais plus ce truc de transmission. J'ai pas mal de projets aussi. Je peux pas trop en parler là parce que c'est encore en cours, mais voilà, des projets, perso qui sont toujours
dans le même domaine, hein, mais ouais. Donc déjà avancer sur ces projets-là. J'ai pas mal de formations, donc rajouter plusieurs cordes à mon arc dans ce truc d'accompagnement aux personnes, notamment des formations sur l'énergétique, la thérapie énergétique et aussi la psychoanalyse de rêve. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui me passionne. Donc, ça fait un moment que j'en parle, que je sais que voilà, j'ai ça en cours. Après, récemment, j'ai pris conscience que j'avais un TDAH. Donc, ce qui chamboule pas mal de choses chez moi et ce qui explique le pourquoi aussi j'ai plein de projets, que ça met longtemps avant de se mettre en place. Donc voilà, là aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de réussir à trouver un bon équilibre avec moi-même, prioriser les choses, m'organiser correctement et être plus douce avec moi-même sur le fait de, tu vois, arrêter d'être dans le il faut ça, il faut que ce soit comme ça. Et, tu vois, voilà, je suis un peu comme ça, un peu dure avec moi, mais je travaille là-dessus. Donc, ouais, évoluer vraiment sur mon parcours avec tous mes petits objectifs bien définis. Après, j'aimerais bien acheter une maison, ça serait cool. Mais pareil, en France ou ailleurs, je sais pas encore. Mais voilà, déjà sur mes objectifs pro, avancer comme je veux, c'est déjà très bien. Eh ben, bravo à toi, c'est des super objectifs. Et puis, bravo à toi aussi de remettre de la douceur dans ta rigidité envers toi-même. Ouais. Combien de fois on peut voir une femme qui est trop dure avec elle-même parce qu'elle a pas réussi à faire ci ou qu'elle a pas Ouais. fait ça ou que, oh mon Dieu, elle a oublié ça. Et je trouve que c'est bien de le reconnaître et de remettre de la douceur dans tout ça parce que on est des êtres humains et c'est OK d'oublier, c'est OK de pas Ah vouloir. ouais, bah c'est juste nécessaire en fait, parce que c'est vrai que quand tu es dans ton train de vie comme ça, tu as du mal à prendre, enfin j'avais du mal à prendre du recul sur ma vie vraiment. Et aujourd'hui, quand je me rends compte quand même que j'élève ma fille seule, je gère un business seule, je gère quasiment tout seule. Mes semaines, si tu regardes mon planning, il est blindé. J'ai très très peu de temps pour moi. Enfin, réellement, tu vois, c'est un truc de ouf. Quand je me suis vraiment rendu compte de ça là récemment et je me suis dit, mais comment je faisais? Et en plus, avec un TDAH, genre, tu vois, vraiment, mon cerveau, je me dis, mais comment j'ai fait pendant tout ce temps pour me dire, oui, oui, c'est normal, et puis être aussi dur avec moi-même quand il y a un truc que je faisais pas dans les temps ou correctement, dès que j'osais me laisser une soirée ou juste où je regardais ma série sans rien faire, genre, c'était un truc de fou, tu vois. Euh, donc oui, c'est prendre conscience en fait de tout ce que tu fais déjà, et puis lâche-toi la grappe, et puis surtout quand tu t'autorises ces moments-là, t'es encore mieux productif derrière et tu le fais avec plus de plaisir et enfin c'est vraiment un équilibre nécessaire quoi. C'est nécessaire. Donc ouais, Merci pour ce, merci rappel. pour ce moment inspirant et en même temps ce petit message parce que tu as totalement raison, quoi. Ouais. Falloir se foutre des fois la paix, être dans la douceur et ne pas être constamment en train de s'auto-censurer, s'auto-critiquer, s'auto-engueuler. Ah ouais, non, c'est. Et ça, pareil, j'avais entendu ce principe-là de, tu sais, inner child, genre enfant intérieur, de se parler comme si tu parlais à ton enfant intérieur. Et j'ai entendu un podcast d'une nana, une américaine, qui disait, en fait, se traiter comme si on était notre propre parent. Tu vois, vraiment, quand tu traites ton enfant, que tu veux qu'il soit bien, tu veux que t'es pas dur avec, enfin, tu vois, pourquoi tu te parles pas comme toi, comme ça à toi-même? Pourquoi tu te traites pas comme le parent que tu aurais aimé avoir à ton petit toi? Et ça m'a trop fait réfléchir et de me dire, putain, mais ouais, en fait, je vais vraiment essayer d'appliquer ça dans mon quotidien, d'être douce avec moi-même, exactement comme je le serais avec ma fille, quoi. Totalement. Ouais. Totalement. Je connais très bien ce principe parce que je travaille beaucoup dessus avec mes clientes et Mm. c'est vrai que quand tu parles à une autre personne, tu essayes d'être douce, de la rassurer, d'être bienveillant, de lui dire mais non, t'es trop C'est dur ça. avec toi. C'est bien, mais pourquoi tu le fais pas avec C'est toi-même? ça. Ouais, c'est 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 vrai, à juste titre, enfin, quand tu parles à ta meilleure amie, effectivement, tu vas lui donner des conseils, des trucs comme ça, que tu n'appliques même pas à toi-même. Ouais.
C'est tellement vrai. Mm. C'est tellement vrai. Donc, c'est sûr que parfois, il faut simplement voilà, se lâcher un peu la grappe. Ça, Mm. je pense que c'est aussi lâcher un peu ce côté être perfectionniste, vouloir que tout soit parfait dans notre vie. Et ok, c'est pas grave si c'est pas parfait. De toute façon, la Ouais. perfection n'existe pas. Alors, pour moi, la perfection n'existe pas. Donc, Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est la notion aussi de, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais tu sais, du masculin et du féminin, les deux pôles, masculin sacré, féminin sacré, qu'on a à l'intérieur de nous. Ce truc d'être comme ça, autoritaire avec soi-même, c'est quand on est trop dans son masculin. Et du coup, travailler sur sa partie un peu féminine, ça va venir équilibrer ça. C'est un travail que j'ai fait qui m'a aidé dans ces réflexions-là aussi. totalement, totalement. Donc, c'est vraiment très inspirant ce que tu dis. Donc, merci de le rappeler. En nous, nous avons ces deux pôles, la masculinité et la féminité. Mhm. Et c'est bien de rééquilibrer parfois les choses, de mieux les comprendre. Et ok, c'est bien, il faut des actions, bien sûr, il faut se mettre en action, il faut être un peu autoritaire, etc. Mais Oui, c'est bien aussi de remettre de la douceur, l'intuition et tout ça, exactement. l'amour de soi, parce que si on est toujours en déséquilibre, le problème, c'est qu'on s'essouffle à un moment donné, quoi. Exactement. Euh, Si tu avais une baguette magique, quel message universel voudrais-tu transmettre à toutes les femmes du monde? Euh, alors moi, j'ai plus ce truc, tu sais, de pas forcément qu'aux femmes, mais à tout le monde. En fait, quand tu as parlé de baguette magique, avant même de dire aux femmes, j'ai pensé à ce truc de unicité, justement. On est tous un, tous égaux, tous pareils. Il n'y a pas de, tu vois, on pourrait partir même dans le truc de religion. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout ça. Genre, on fait tous partie de la même base. On est tous la même chose. On est tous. Ce truc d'unicité, en fait, le monde serait tellement différent si on avait ça, conscience tous que on fait tous partie de la même base, de la même source. Donc, au-delà même des femmes, pour moi, c'est vraiment justement, il n'y a pas de différence entre eux. Ça serait bien qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Donc, si j'avais une baguette magique, ouais, c'est clair que je ramènerais ce truc de conscience qu'on est tous un. Bah, ça me va très bien comme message universel. Je trouve que c'est un très beau message universel qui est totalement vrai et Mhm. qui aborde énormément quand justement on vient travailler ce côté masculin et féminin sacré parce que on est un à l'intérieur de nous, mais on est aussi un dans toute la société, quoi. Totalement. Mhm. On va arriver bientôt à la fin de cette interview, donc je vais te poser une avant-dernière question. Quelle est la chanson ou le livre qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Ouh. Attends, je réfléchis. Oh. Oui, si, je sais. Alors, chanson ou livre, non, on va plus parler de livres. Ça va être le livre de Joe Dispenza. Il est juste là, je pourrais même le sortir, il est dans ma bibliothèque là. Je ne sais pas si tu connais Joe Dispenza. Alors, je suis pas la meilleure dans tout ce Ok. qui est auteur, mais après, si tu me parles du livre, peut-être que ça me dira quelque chose. En gros, attends, je peux prendre le portable, ça va pas faire du Vas-y, bruit. vas-y. C'est un docteur Joe Dispenza, qui travaille sur. En gros, il va t'expliquer tous les trucs un peu mystiques, mais d'une manière scientifique. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, etc. Tu vois, le truc de la loi d'attraction, etc. Tout ça, il l'explique, mais d'une manière, je trouve, géniale. Donc, c'est ce livre-là. Ah, j'ai voulu le prendre, j'en ai pris un autre. Voilà. Bon, et ben écoute, c'est ton signe pour aller l'acheter. Exactement. Et ouais, je le trouve incroyable. Il est très très bien expliqué. Il explique plein de principes, tu vois, les chakras, les trucs comme ça, Euh, mais d'une manière très scientifique en fait. Et c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Ça a été pareil, bon, un déblocage pour moi de lire ce livre et de me rendre compte de ces choses-là et d'avoir une explication un peu plus, tu vois, tangible entre guillemets. Je vois très bien. Et merci pour ce livre. Je le mettrai bien sûr en description Mhm. dans la bio pour les personnes qui veulent aller voir un peu ce Ouais. qui en ressort et peut-être potentiellement se l'acquérir. Mais je trouve que ces livres
on devrait au moins en lire un dans notre vie, un style de ce livre-là, pour ouvrir notre esprit à ce qu'il y a de plus autour de nous. Parce que des fois, tout à l'heure, on parlait de magnétisme. Il y a des personnes qui sont dans très le concret et qui n'arrivent pas à comprendre que dans notre corps, dans nos mains, on peut faire quelque chose, etc. Mais ces livres-là, justement, qui expliquent ces termes un peu perché. Ouais. On peut le dire. De manière un peu plus concrète, ça nous permet de mieux comprendre et surtout de nous ouvrir à quelque chose qui est autour de nous, mais que nous ne voit pas en fait. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est vraiment ce type de livre-là qui est parfait pour ça. Donc, les livres, de toute façon, j'ai une collection incroyable de livres, mais j'avoue que celui-là, c'est le premier auquel j'ai pensé qui a eu un impact sur moi. Ouais. Eh ben, merci pour le partage de ce livre et j'espère qu'il aura un impact sur bien d'autres personnes. J'espère aussi. On va arriver à la dernière partie de cette interview et c'est la nouveauté de l'émission, c'est que je vais te poser une dernière question. Okay. Alors, cette dernière catégorie est soit un peu pour te challenger toi par rapport à la question, soit par rapport à ta réponse pour nous. Donc, sans toi libre d'y répondre ou pas si tu n'as pas envie d'y répondre. Tu as une seule vie. Qu'est-ce que tu refuses de regretter à la fin? Alors, on parle de cette vie-là. J'ai qu'une seule vie. Dans le principe où j'ai qu'une seule vie, j'ai pas d'autre chance, quoi. Qu'est-ce que je refuse de regretter au moment de mourir? Je réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Les questions finales ne sont jamais les plus faciles à répondre. Ah ouais. Parce que, là, j'ai plein de réponses qui me viennent en tête, mais je réfléchis à celles qui vraiment résonnent, tu vois, avec moi. Parce que j'ai ce truc, tu vois, moi, j'ai vraiment ce tempérament de carriériste un peu. J'ai plein d'objectifs, j'ai envie d'aller haut, j'ai envie de, tu vois, construire ma vie. Enfin, voilà, je me cache pas, je suis vraiment comme ça, quoi. J'ai plein d'objectifs assez grands. Mais en même temps, ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, c'est ma fille. Tu vois, c'est même pas au-delà de bien réussir ma vie, de réussir et tout. C'est d'avoir eu un impact positif d'abord sur ma fille pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien avec elle-même et tout ça. Et donc, oui, je pense que je regretterais vraiment si j'avais pas tout fait, tout mis en mon pouvoir pour qu'elle soit bien, tu vois, de toujours l'avoir bien écoutée, d'avoir bien pris en considération ce qu'elle ressent, d'avoir tout mis en œuvre pour qu'elle soit bien dans sa vie. Je pense que si je faisais pas ça, pour moi, ce serait un gros échec. Donc, au-delà de, tu vois, ma réussite personnelle, professionnelle, etc., pour moi, le rôle de maman, c'est le plus grand rôle de ma vie, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Merci d'avoir répondu à cette question. Bravo à toi d'avoir répondu aussi à cette question. Merci. Je trouve que tu as totalement raison. Moi qui ai aussi deux enfants, alors deux enfants à moi et mon beau-fils, c'est important de leur justement apporter cette valeur de soi-même en fait, de lui dire en fait tu es là, tu as le droit d'exister, tu mérites de t'aimer toi-même, tu as le droit de t'aimer toi-même, tu as le droit d'être comme tu es sans devoir toujours répondre oui à tout le monde et devoir satisfaire toutes les personnes qui te demanderont des choses. C'est ça. Ouais, c'est clair. Après, je pense que vu que c'est quelque chose que nous, on a certainement vécu. Enfin, moi, je parle pour moi, mais bon, j'imagine que toi aussi. On n'a pas envie de reproduire ça, que nos enfants puissent éviter ça. donc, ouais, non, c'est le rôle d'une maman, j'ai envie de te dire. Donc, je pense que c'est vraiment le plus beau rôle d'une vie. Enfin, personnellement, je voyais vraiment pas jamais ma vie sans enfant. Donc, je suis très heureuse d'avoir la chance de pouvoir avoir ce rôle-là, parce que je sais que malheureusement, des personnes ne peuvent pas, n'ont pas cette chance-là. Donc aujourd'hui, je me mesure vraiment la chance que j'ai de pouvoir
vivre ça. Eh ben, bravo à toi. Bravo à toi de mesurer cette chance-là et d'avoir cette chance-là. Mm. Et je pense que ta fille te doit te le dire, que tu as l'air d'être une super maman. Donc, je pense que tu fais ton travail comme tu peux le faire avec les outils que tu as en ta possession à l'heure Au actuelle. mieux, voilà, c'est Voilà, clair. donc c'est super. Mm. On est à la fin de cette interview, donc je tiens déjà à remercier toutes nos auditrices pour leur écoute. Si vous avez envie de découvrir Sandy, n'hésitez pas à aller dans les liens dans la description, vous allez pouvoir la retrouver également dans son shop. D'ailleurs, on n'a pas précisé l'adresse. Est-ce que tu veux bien nous donner l'adresse de ton shop? Alors, c'est donc dans le 78, dans les Yvelines, dans la ville d'Orgerus. C'est un studio privé, donc vraiment tout va passer d'abord par mail et tout sur prise de rendez-vous. Donc une fois que le rendez-vous est pris, bien évidemment, vous avez l'itinéraire exact, etc. Mais voilà, ça reste donc dans le 78, dans la ville d'Orgerus. Voilà, donc si vous avez envie de soit aller discuter avec Sandy, vous avez son Instagram. Si vous avez envie potentiellement d'aller plus loin et de prendre un rendez-vous, je vous mets également ses coordonnées. Et puis, n'hésitez pas à vous aussi partager vos réponses. Si vous avez envie de rebondir sur des choses qu'on a dites durant cette interview, c'est avec grand plaisir qu'on vous lira et qu'on vous répondra. Moi, je vais souhaiter une bonne soirée, une bonne journée à nos auditrices. Merci beaucoup à vous. Je te remercie à toi aussi, Sandy, Merci beaucoup. d'avoir partagé avec nous ton histoire, ton parcours, tes ressentis. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Si tu as un dernier mot, ça sera avec grand plaisir que je vais te laisser la parole. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Filles de Mars. Vraiment, merci à toi. J'avoue que j'ai pas l'habitude d'accepter ce genre de propositions, mais j'ai trouvé ton projet vraiment, vraiment très cool. Je te trouve génial, très, ben, aussi très à l'écoute, très avec des questions super pertinentes. Donc vraiment, continue à faire ce que tu fais. Je trouve que c'est super comme projet et ça se voit que tu es vraiment faite pour ça. On a le gong de la fin, je sais pas si tu entends. Il y a l'église à côté. Donc vraiment, merci pour ce que tu fais. Continue d'inspirer autant de femmes. Vraiment, lâche rien. C'est super ce que tu fais. Bravo. Ben, merci beaucoup pour tous ces compliments que je prends directement et je te souhaite une belle fin de journée. Très bonne journée à toi. À bientôt. À bientôt! Salut.